d'être là, de vous être inscrit à cet atelier dont la finalité, c'est de partager des témoignages sur la paix économique. Je m'appelle Agnès Mirpoul. Il y a 11 ans, avec le collègue qui est à côté de moi, qui nous a rassemblés, on s'est réunis, on était des anthropologues, des psychologues, des philosophes, des spécialistes du management, des psychos, des économistes, macroéconomistes et microéconomistes, des gestionnaires, des comptables. Et on s'est réunis comme on se réunit parfois dans une école, des réunions de 2 heures à débattre, à discuter, autour d'un constat, c'est la guerre économique est partout. Vous ouvrez un journal comme Les Échos qui était distribué à l'époque dans notre école. Tous les titres parlent d'arsenal, de troupes, de batailles, de compétition. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a une autre manière de gérer les affaires qu'être dans la guerre économique systématique? D'où vient cette idée que les hommes, depuis que l'humanité existe, sont forcément en compétition avec l'idée d'abattre l'autre? Tandis qu'on peut aussi observer que les êtres humains ont des gestes magnifiques de coopération. Et donc on a initié un mouvement. Et quand on est aujourd'hui en 2019, avec des personnes qui s'inscrivent, qui arrivent en retard, mais on est tranquille, c'est pas grave. On s'adapte. Pour... Voilà, j'imagine venir avec la curiosité de ce que c'est que la paix économique, peut-être beaucoup de questions sur c'est possible tout ça, alors que on a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent le contraire. Eh bien, c'est avec beaucoup de joie que j'ouvre cette table ronde, qui a une disposition qui n'est pas forcément celle qui correspond à la manière dont on travaille. On est face à vous, mais dans notre tête, on est avec vous, ensemble. La finalité, c'est les personnes qui sont autour de moi soutiennent cette idée de paix économique et qu'on avait envie de la partager avec des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, eh bien, je vais commencer simplement. La première question, c'est qui êtes-vous en tant qu'homme, en tant que fonction et en tant qu'entreprise ? Donc, je m'appelle Bruno Laude, je travaille chez Hewlett-Packard Enterprise, Centre de compétences France. Bonjour à tous, bon après-midi. Pascal Marion, également chez Hewlett-Packard Enterprise. Donc, si vous connaissez les PC et les imprimantes HP, nous on est les autres. On fournit l'infrastructure informatique et on accompagne nos clients vers la transformation digitale. Et Bruno et moi sommes aujourd'hui à deux pour cette table ronde, simplement pour illustrer le fait que la collaboration et le collectif priment sur l'individu. Bonjour à tous, je m'appelle Rafi Dumédian, je suis enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Je fais partie des tout premiers membres de la chaire et j'interviens dans un département qui s'appelle Hommes, Organisation et Société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis chef d'entreprise, je suis co-gérant de l'entreprise à Raymond et je m'appelle Antoine Raymond. Bonjour, je m'appelle Philippe Descaillots, je dirige une entreprise industrielle voisine de Grenoble puisqu'on est à Annecy, qui s'appelle Thermocompact. Vous ne nous connaissez certainement pas parce qu'on est dans la métallurgie et on fabrique des solutions pour l'aéronautique, pour l'industrie médicale qui sont en général peu connues du grand public. Voilà. Et nous aussi, nous sommes 350 et on fait un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nos équipes sont importantes dans notre succès, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Jean-Jacques Chabanis, donc je suis dirigeant salarié d'un groupe grenoblois qui s'appelle le groupe SAMC, qui est dans la distribution de matériaux de construction et de bricolage. Enfin j'étais, puisque j'ai fait valoir mes droits à la retraite il y a quelques semaines. Et plus particulièrement dans ma fonction de président de l'activité bricolage, on a engagé il y a une dizaine d'années avec mes équipes un processus de libération de l'entreprise. Et donc je viens témoigner à ce sujet-là cet après-midi. Et bonjour à tous, Jérôme Cros, je suis le dirigeant des établissements Cros. On est une toute
petite PME grenobloise d'une 60aine de personnes. On intervient dans les métiers de l'air comprimé, de l'eau, de la foration. Globalement, on vend, on loue, on répare des machines qui consomment beaucoup d'énergie. Alors, la première question est une question de sens, on se la pose tous. La paix économique, pourquoi faire? Et pourquoi c'est quelque chose qui a pu motiver les personnes qui sont autour de moi? Donc, je vais demander à chacun de nous raconter en quoi la paix économique est une source de motivation, en quoi ça les concerne, et voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de témoigner de leur motivation à être sur cette intention, ce chemin, et on verra les actions dans un second temps. Tu commences, Jérôme? Alors, la paix économique, c'est une notion qui, comme ça, de prime abord, moi, n'est pas facile à appréhender. Je vais pas forcément et puis je suis vraiment pas la personne légitime pour la théoriser, mais vraiment ce que j'en retiens, c'est qu'il faut qu'on remette notre économie et le monde économique au service des visions partagées pour qu'on œuvre demain à la pérennité. Je continue. Alors moi, je voudrais faire une rapide analogie entre la guerre et la paix. Puisque quand on parle de guerre, on parle de conflit, on parle d'intérêts contradictoires. Et quand on parle de paix, on parle d'intérêts convergents, de gagnant-gagnant. Voilà, donc nous on a considéré dans l'entreprise qu'on était en recherche d'harmonie. Une harmonie avec nos collaborateurs, avec nos clients, puisqu'on est dans le monde de la distribution. Et on s'est lancé dans cette nouvelle aventure à travers l'entreprise libérante ou libérée pour la paix économique. Voilà, donc surtout l'idée de départ, c'était une recherche d'harmonie dans les équipes et avec les clients. Merci. Alors pour vous parler de notre cheminement, c'est pas par ego, mais j'ai besoin un peu de vous parler de moi, parce que d'abord, moi j'ai vécu, je suis ingénieur de formation. Donc voilà, j'ai vécu une carrière classique d'un ingénieur jusqu'à 40 ans où je me suis retrouvé en situation de burn-out et je me suis dit mais c'est quoi le sens de ma vie? Et alors pour me soigner, vous allez rigoler, j'ai décidé de faire trader et de faire du conseil. Voilà, comme ça, j'avais tout. Et 6 ans après, j'ai vraiment compris ce qui était important pour moi. Et donc on a parlé d'harmonie. Comment l'harmonie. Alors j'avais un coach américain quand je faisais du trading qui me disait laisse le chaos du monde s'organiser et danse avec lui. Alors au début j'ai rien compris à ce que ça voulait dire. Il m'a fallu 3 ans pour me dire mais qu'est-ce qu'il veut dire cet homme-là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en définitive c'était simplement admettre que il ne faut pas lutter, il faut accompagner, il faut être en paix, il faut se calmer. Et puis quand on est calme, quand on accepte la paix, eh bien, il y a des opportunités et le monde devient fantastique. Donc, forte de cette conviction, j'ai cherché une entreprise avec laquelle je pourrais continuer de travailler et avec laquelle je pourrais mettre en place cette approche. Donc, c'est comme ça que je connaissais les actionnaires de Thermocompact et c'est comme ça qu'on a scellé un pacte entre nous pour travailler ensemble. Et chemin faisant, j'ai rencontré des gens de la chaire. Et donc je me suis dit, ouais, extraordinaire, des gens qui théorisent et qui partagent ce que moi je vis avec mes tripes et ce que j'essaie de mettre en place en entreprise. Donc c'est comme ça que je suis arrivé avec l'équipe de la chaire et qu'on essaye modestement de faire des choses dans nos entreprises pour, faut pas se leurrer, pour plus de performance, mais plus de performance avec des gens heureux au travail. Alors moi j'ai une croyance qui est que la paix économique c'est un terreau très fertile, c'est un accélérateur de confiance en fait. La paix économique est quelque chose qui permet la collaboration dans la confiance entre les gens, qui permet la libération des talents, qui permet, je dirais, aux gens de travailler ensemble, créer ensemble, contribuer ensemble avec moins de stress. Dans l'entreprise, c'est bien sûr les entreprises, on est habitué à la compétition, on est habitué à la concurrence. Et ce que je constate, c'est que
la guerre économique, c'est-à-dire les entreprises qui luttent les unes contre les autres. Il y a beaucoup de stress pour les êtres humains. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Je pense que la paix économique est aussi un promoteur de bien-être et dans la confiance, le bien-être, la collaboration, je pense que la paix économique, elle est vraiment porteuse de sens. Et je pense que c'est un terreau qui permet à de belles choses de pousser. C'est un cercle vertueux. Mais aujourd'hui, on a les exemples inverses, hélas, trop souvent dans la presse. On ne voit pas suffisamment les exemples, les bons exemples. On voit beaucoup le contre-exemple. Et le contre-exemple, vous le voyez tous, hein, il est destructeur de confiance. Les gens ont peur, peur du lendemain, sont stressés. Et la guerre économique, souvent, dit la fin justifie les moyens, tous les coups sont permis. La paix économique, et pour une entreprise, dans la concurrence, c'est justement tous les coups ne sont pas permis. Justement, c'est gagner ou en tout cas développer, vivre quelque chose avec éthique, de manière vertueuse, quelque chose dont on peut être fier. C'est un ensemble de choses cohérentes entre elles. C'est compliqué d'arriver après toi parce que, alors, en fait, moi je suis un peu le théoricien de service et en fait, pour tout dire, tout est parti de ce que tu disais un petit peu, c'est-à-dire d'une forme d'évidence de la guerre économique. Quand on ouvrait la presse, même dans les enseignements que j'ai suivis, puisque je suis aussi diplômé de l'école dans laquelle j'enseigne, on avait ces formes d'évidence qui revenaient en permanence d'une guerre économique omniprésente, qui justifiait des formes de compétition destructrices, qui justifiait des modes de comportement. Et en fait, on s'est mis à réfléchir à la question de cette évidence-là. Et donc, la paix économique est devenue quelque part une forme de représentation qui est un peu en contrepoint, et je reprends le terme de Dominique, pour le coup, Dominique Steller, en contrepoint de la guerre économique. La guerre économique, c'est une représentation qui se renforce en permanence avec des comportements, des actes, des stratégies, des modes d'organisation, et cette boucle-là est un cercle plutôt vicieux. L'idée, c'est de fabriquer une autre représentation sans imaginer que l'autre, bien sûr, va disparaître du jour au lendemain. Elle ne disparaîtra pas. On sera toujours entre, quelque part, la guerre économique et la paix économique, et qui permettrait peut-être de créer de la valeur différemment, de s'organiser différemment, de coopérer différemment. Plus de coopérer pour écraser l'autre, mais peut-être de coopérer d'abord pour le bénéfice d'une relation vertueuse entre les personnes. Et cette représentation-là, elle est entièrement à construire avec un champ lexical, avec un autre vocabulaire et avec d'autres valeurs dont vous avez précédemment parlé. Alors, la paix économique, enfin, ça fait 20 ans que je travaille dans un grand groupe international. Et comme ça parle sans doute à beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup de temps passé au téléphone, c'est beaucoup de déplacements, une hiérarchie qui est parfois pesante, avec beaucoup de contraintes. Et puis, comme vous le disiez tous, l'environnement économique, il n'est pas très paisible. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai eu envie de faire un pas de côté et j'ai eu envie d'expérimenter un mode de travail différent. Donc d'abord, j'ai voulu me connecter avec mes collègues de travail sur le site de Grenoble. Ensuite, j'ai voulu m'ouvrir à un écosystème local, parce que j'ai quand même habité plus de 8 ans sur Grenoble et je ne connaissais pas véritablement l'environnement, les petites, moyennes et grandes sociétés, les associations, les écoles, les universités. Et j'ai voulu aussi expérimenter un mode de travail avec une hiérarchie type horizontale, donc sans véritablement une hiérarchie. Et à ce moment-là, mon entreprise a créé un projet qu'on appelait le projet de dynamisation qui nous a permis d'expérimenter tout ça, et Bruno en parlera dans quelques minutes. Mais pour moi, fondamentalement, la paix économique, ça veut dire travailler en confiance avec les autres, travailler en mode collaboratif, et voilà. Donc, je compléterai en disant, moi je me suis souvent posé la question du regard que je portais sur la vie. Il y a un regard qu'en CNV on appelle chacal, c'est mon biais de négativité. Quand on me dit qu'il y a 360 meurtres à New York par an, je me dis quelle horreur ces êtres humains qui s'entretuent. Et puis quand j'ouvre mon attention,
et qu'on m'apprend qu'il y a 9 millions d'individus qui vivent sur une presqu'île, avec je ne sais combien de nationalités, je ne sais combien de métiers, et que chaque jour, ces 9 millions d'individus se lèvent pour faire en sorte que la ville soit propre, que les enfants puissent aller à l'école, qu'il y a à manger pour nourrir les 9 millions d'individus, qu'il y a des gens qui font en sorte de déplacer ces 9 millions d'individus avec les tramways, les métros. Et donc, la paix économique, c'est aussi une manière d'ouvrir son regard sur... pour la survie, on a un biais de négativité qui nous fait voir ce qui ne va pas bien. Et c'est la réalité, il y a des choses qui ne vont pas bien. Et il y a, et pas où, et il y a aussi plein de beaux gestes, plein de belles intentions, plein d'interdépendances, plein de coopération. Et donc c'est aussi une occasion d'ouvrir le regard de manière plus lucide sur la réalité. La deuxième question, c'est une question, je peux imaginer, vous qui êtes ici assis en face de nous, vous pouvez la poser, c'est comment ça se passe concrètement dans les entreprises? Comment traduisez-vous ce désir de paix économique dans des actions concrètes au quotidien? Donc chacun va être amené ici à témoigner d'une sélection en fait, d'exemples concrets de comment ils traduisent la paix économique dans les relations avec les parties prenantes, dans la stratégie, dans des choix, dans des décisions. Nous aborderons ensuite les difficultés, mais dans un premier temps, regardons concrètement comment les choses se passent. Pour changer un peu, on va commencer par Philippe. Merci Agnès. Alors c'est compliqué comme question parce qu'il n'y a pas une recette, c'est une multitude d'actions. Alors après, il faut toujours faire un peu le choix. Alors nous, notre entreprise, c'est une entreprise donc française. On a 3 sites en France, on a 2 sites au Vietnam, un site aux États-Unis et un bureau à Shanghai. Donc nous, notre gros sujet, c'est comment devenir une entreprise française qui exporte 80% de sa production à l'étranger à une vraie entreprise internationale. Alors ça, c'est pas évident pour nous parce qu'on est face à beaucoup de complexité, beaucoup d'effervescence parce qu'il se passe toujours quelque chose entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc on s'est posé la question, mais comment on peut répondre à ça? Et donc on s'est dit, d'un point de vue organisationnel, il faut qu'on essaye de fonctionner en réseau. Alors fonctionner en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lâchez quand même beaucoup de la hiérarchie. Donc chez nous, par exemple, il n'y a plus de comité de direction. Définitive, ça se passe bien. Et puis, par contre, ce qu'on favorise, donc volontairement, j'ai un peu créé le chaos dont je vous parlais tout à l'heure, et on privilégie les organisations qui se forment par la qualité de la relation. Donc on est très attentif à se dire, tiens, la qualité de la relation, elle va nous favoriser. Tiens, il y a 2 personnes, là, il y a une personne au Vietnam et il y a une personne en France, ils ont un bon fit, on va dire. Si on leur donnait un projet pour qu'ils travaillent ensemble, et hop, on lance un truc. Et hop, comme ça, par petites touches, on favorise une efficacité incroyable. En plus, comme ils ont plaisir à travailler ensemble, ils résolvent plein de problèmes ensemble. Et donc, pour nous, qui sommes une petite structure, ça a une efficacité incroyable. Et juste pour vous donner un exemple, on a quand même fait 40% de croissance en 3 ans. On a passé une année où on avait 1 mois de retard sur toutes nos commandes. Et par ce système-là, on n'a jamais eu un client qui s'est plaint parce que les gens ont trouvé plein d'astuces, nos collaborateurs ont trouvé plein d'astuces, ils se sont associés avec ils ont trouvé une forme relationnelle de travail qu'on n'avait pas forcément imaginée pour trouver des solutions que le chef n'aurait bien évidemment pas trouvées. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on a pu mettre en œuvre. Il y a plein d'autres choses, mais j'ai choisi celle-là. Donc, moi, je vais vous parler de l'activité bricolage du groupe SAMC, pour ne pas faire d'amalgame, sachant que le bricolage dans le groupe SAMC est un peu le poisson pilote et que par capillarité, les choses qu'on met en place dans le bricolage se développent dans l'activité négoce. Alors nous, on a choisi il y a quelques années essayer de devenir l'entreprise préférée de nos collaborateurs, et ce n'est pas un hasard de les mettre en premier, ensuite de nos clients et de nos fournisseurs.
puisqu'en fait, notre domaine d'activité, c'est la distribution. Donc on ne fabrique rien, on n'a pas d'usine, on achète des produits, on les stocke et on les revend. Et donc, dans cette démarche-là, je vais vous donner quelques exemples sur les 3 thématiques. Donc, satisfaction de nos propres collaborateurs. Voilà, on fait un métier qui est assez harassant, hein. On est ouvert 6 jours sur 7, de 7h le matin à 19h le soir. Et on a dans tous nos magasins, on a une quarantaine de magasins, des collaborateurs qui revendiquaient d'avoir un espace de détente qui soit plutôt un espace de pause qu'une simple salle de repos ou un fumoir. Et donc, il y a quelques années, à l'écoute de cette demande, on a lâché prise et on a proposé à chacun de nos magasins de se créer leur propre salle de pause. Et là, surprise, on a eu des talents de créativité et d'ingéniosité qui ont fait qu'aujourd'hui, dans chacun des magasins, il y a une salle de pause très personnalisée. Il n'y avait absolument pas de consigne de la direction et où les gens arrivent à se ressourcer durant leur temps de pause. Un autre exemple, on est friand aussi des enquêtes de satisfaction collaborateurs. Alors ça existe dans plein de boîtes. Sauf que chez nous, on a à peu près 90% de taux de réponse sur à peu près 1800 collaborateurs et avec des indicateurs sur une échelle de 10 qui sont très souvent en dessus de 8 et qui approchent même quelquefois les 9 ou 9,5. Donc c'est à la fois un élément de satisfaction puis aussi un élément de remise en cause parce que on veut toujours être meilleur et il y a toujours des sources de progrès. Un autre exemple, c'est le partage de la vision. On a entamé, nous, la démarche de libération de l'entreprise il y a une dizaine d'années. Il y a 15 ans, c'est moi qui donnais la vision. Il y a 3 ans, en juin 2016, on a réuni 350 collaborateurs, tous métiers confondus, des chauffeurs, des caissières, des vendeurs, des cadres, des dirigeants. Et on a défini ensemble la vision qu'on voulait donner à notre entreprise. Voilà, donc un moment de partage assez fort. Et puis je terminerai sur les collaborateurs avec la notion d'autonomie. Parce que la paix économique, c'est aussi permettre à des gens de travailler en totale autonomie dans leur métier. Voilà, historiquement, on est encore en test sur le sujet, mais mes actualités récentes me font penser que le test est concluant. On a des poules de caissières en fait dans les magasins. Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait une chef des caisses qui faisait le planning et qui disait aux caissières, toi tu travailleras lundi de 7h à midi, toi tu travailleras mardi, etc. Et sur 2 magasins de test, on a complètement libéré les organisations. Et ce sont les caissières entre elles qui s'organisent en termes de temps de travail. Les caissières ou les caissiers, mais c'est majoritairement une population féminine, qui organisent leur temps de travail pour assumer le poste d'encaissement à la sortie des magasins. Ce qui permet notamment aux mamans et aux femmes de pouvoir se libérer pour des cas d'urgence, notamment liés à des enfants, la scolarité, la santé, etc. Et tout se passe très bien, et il n'y a plus de chef là non plus, et le service client est bien rendu. Si je m'intéresse maintenant à l'entreprise préférée de nos clients, eh bien on a engagé sérieusement une démarche de développement durable, c'est-à-dire qu'on lutte contre les gaspillages aujourd'hui, les gaspillages d'emballage, on retraite tous nos déchets. On a créé ce qu'on appelle le bricotroc, c'est un peu le trocathlon du sport, mais il est permanent. Ça veut dire que les clients qui n'ont plus besoin de matériel électrique peuvent nous les ramener, soit on leur reprend, soit ils peuvent les revendre à travers notre intervention. Voilà, plein de choses comme ça. On a autorisé aussi, c'est beaucoup des autorisations en fait, les entreprises libérées. On a autorisé tous nos magasins à s'associer à des associations locales, avec des dons, avec des mises à disposition de locaux, etc. Donc là, par exemple, il va bientôt y avoir les Chiroloises, là, qui est une course Échirol organisée contre le cancer du sein. Voilà, bon, on est partenaire de ce type d'association et à l'initiative chaque fois des magasins. C'est plus du tout la direction qui donne des axes, même si par ailleurs on a une fondation au niveau du groupe. Et pour terminer rapidement au niveau des fournisseurs, voilà, le domaine de la grande distribution, c'est un domaine qui est un peu hard, hein, habituellement. Eh bien nous, on a réussi, mais là c'est historique, on a réussi avec nos fournisseurs à avoir des contrats de fidélité, à avoir des relations qui soient presque amicales, alors que nos intérêts paraissent divergents au départ. Et nous, on cherche à acheter les moins chers, eux, ils cherchent à nous vendre le plus cher possible. Et on a réussi à créer un relationnel, c'est eux qui le disent, hein, là je témoigne, mais si on les interrogeait, eux, ils le diraient. On a créé une relation de confiance entre ces gens qui sont nos fournisseurs et nous qui sommes leurs distributeurs. Voilà, donc ça c'est quelques exemples, quelquefois anecdotiques, mais qui cumulés les uns aux autres,
me font dire qu'on est sur le bon chemin et que la paix économique dans cet univers-là, elle a bien sa place. Alors Jean-Jacques, tu parlais de vision co-construite avec les collaborateurs. C'est également un exercice dans lequel on s'est lancé. Nous, on a décidé, pour notre vision en 2023, de transformer notre entreprise et d'essayer de devenir une entreprise proactive. En introduction, je vous ai dit qu'on intervenait autour des métiers de l'énergie, des machines qui consomment énormément d'énergie. Aujourd'hui, on est dans un monde fini. Je pense que vous avez été sensibilisés par ce qui est sorti dans les médias ces derniers temps. Il y a eu le jour du dépassement, il y a 2 jours, je crois. Donc nous, on a décidé de ne pas croître, de ne plus chercher la croissance, mais de travailler autour de la transformation et de nous transformer. Alors concrètement, sur un plan économique, puisqu'on est quand même une société, en changeant de business model et en visant à réaliser 50% de notre chiffre d'affaires dans la vente d'usage. Donc c'est arrêter de vendre nos équipements, mais de simplement proposer l'usage de nos équipements à nos clients. Ça nous engage vraiment dans une logique de partenariat, parce qu'on va sur des contrats très longs, de 5 à 10 ans, qui est quand même pas très classique dans le monde économique, avec nos clients. Et on est obligé d'être dans la co-construction des solutions et vraiment chercher les économies d'énergie. Sur le plan plus humain et de nos collaborateurs, la transformation, elle va être de passer d'une société familiale paternaliste, classiquement pyramidale, à une entreprise qui favorise l'intelligence collective et l'autonomie des collaborateurs. Et ça ne peut avoir lieu que si la vision est bien partagée par l'ensemble des collaborateurs et qu'il y a une co-construction et que ce n'est pas un truc top-down qui vient uniquement de la direction. Et enfin, sur un plan sociétal, on essaye d'être un acteur engagé du territoire, alors au travers de notre participation à la chaire et sa communauté de pratique. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui et de partager avec vous, mais également au travers de notre fonds de dotation, qui est un organe qui a été créé, qui est porté par des actionnaires et par des salariés, et qui nous permet de soutenir des projets d'intérêt général au niveau local. Alors, oui, il y a une douzaine d'années, j'ai oublié de dire que l'entreprise à Raymond, on est très internationaux. On est présent dans 25 pays, avec 7000 collaborateurs, collaboratrices. On travaille principalement pour le monde de l'automobile, qui est pas toujours un monde qui nage dans la paix économique, pour beaucoup de raisons, comme voilà, vous pouvez imaginer. Donc il y a une douzaine d'années, on s'est posé la question du développement durable, de notre entreprise. Et je pense que la paix économique, c'est aussi un vecteur de développement durable. Et on s'est dit comment on peut favoriser dans le monde la confiance, la collaboration, le travail en réseau et avec une organisation la plus organique possible et la moins centralisée possible, en laissant le plus possible d'autonomie à toutes les filiales. Et toutes nos entreprises, les entreprises du réseau à Raymond sont très très autonomes. Elles ont tous les talents et les ressources pour gérer leur développement de manière autonome. Et ce qu'on souhaitait, c'est que cette autonomie ne se transforme pas en indépendance, mais que ça soit l'autonomie et l'interdépendance. Et on s'est dit comment on rassemble les êtres humains, des Japonais, des Chinois, des Russes, des Français, des Allemands, etc., des Américains. Et on s'est dit on a tous des cultures bien sûr différentes et des croyances différentes. Et on s'est dit les croyances, elles peuvent diviser les gens. Et ce qui peut les rassembler, c'est les valeurs. Donc tous ensemble, avec à l'époque 140, c'était en 2011, 140 collaborateurs des équipes de direction de notre réseau, on a défini nos valeurs. Donc ça a été un vote et ça a été un choix collectif. Et depuis ce jour, et les valeurs, elles sont universelles, qu'on soit japonais, français ou russe, on a tous besoin de respect, on a tous besoin d'avoir du plaisir, c'est deux de nos valeurs.
Et on a vraiment, et on s'efforce aujourd'hui, on n'y arrive pas tous les jours, hein, mais on s'efforce aujourd'hui de vivre ces valeurs partout. Bien sûr, il y a en fonction des pays, des cultures, des tailles d'entreprise, il y a des vécus différents, mais il y a un effort. Et ensuite, on s'est dit comment est-ce qu'on favorise la collaboration entre tous les êtres humains qui composent notre entreprise dans le monde. Et on s'est dit avec bien sûr le système pyramidal dont mes voisins parlaient, et qui comment dire, nécessite un leadership de type très top-down, comme on dit en anglais, de type très autoritaire, autocratique. On s'est dit c'est pas adapté à la collaboration et à ce projet d'entreprise en réseau. Et donc on a cherché un autre type de leadership qu'on a trouvé, qui était quelque chose qui a été créé dans les années 70 par le MIT aux États-Unis, qui s'appelle le servant leadership. Et on a décidé, à partir de là, de développer un programme, parce qu'on a trouvé personne qui connaissait vraiment ce concept du servant leadership. Et donc on a créé en interne, avec les services de toutes les ressources humaines et beaucoup de collaborateurs, on a créé une formation en interne au servant leadership. Et on a formé depuis maintenant 7 ou 8 ans, Géraldine, combien de personnes? Au moins 700, je crois, hein, à peu près. Hein. Combien? 600 personnes qui ont été formées au servant leadership. Bien sûr, c'est difficile à vivre, le servant leadership, parce que c'est très exigeant pour les leaders, mais c'est quelque chose qui se développe dans notre entreprise. Et Agnès, je ne veux pas être trop long, mais il y aurait tellement raconté. Le servant leadership, et ça, je pense que c'est aussi un des clés de la paix économique, c'est avant tout de l'attention. En anglais, on dit du care, c'est-à-dire être attentif. Et c'est lié à la mindfulness aussi. N'oubliez pas que la chaire s'appelle paix économique et mindfulness. Et la mindfulness, c'est simplement la capacité d'être ici et présent, enfin ici et présent dans l'instant présent, et d'être attentif à ce qui se passe, attentif à soi-même, à ce qu'on ressent, attentif aux autres, attentif à ce qui se passe dans le monde, attentif à ce qui se passe autour de nous. Et c'est une caractéristique extrêmement importante du servant leadership. Et c'est ce qu'on essaye de développer. Et c'est extrêmement difficile, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, je dirais, appris dans les écoles ou dans notre éducation. Mais c'est quelque chose qui progresse dans l'entreprise à Raymond. En tout cas, on essaye d'être une entreprise porteuse de sens. On a aussi maintenant un comité exécutif, un comité de direction mondial qui est composé de 43 personnes, de tous les patrons des entreprises de Raymond et tous les officers qui ont des rôles transversaux. Entre les patrons des filiales et les officers qui ont un rôle corporate, transversal, il n'y a pas de hiérarchie. Et ce comité exécutif, on nous avait dit à 43, vous êtes fous, ça ne marche jamais, mais ça marche très bien, au contraire, parce que tout le monde est impliqué. Et on a créé une stratégie avec beaucoup d'ambition porteuse de sens. On a créé une stratégie avec les 43 personnes dont je parle, et chacune des 43 personnes avec ses équipes. Donc il y a peut-être 300 ou 400 personnes qui ont participé à la stratégie. Donc ce n'est pas une stratégie décidée top-down, c'est une stratégie, une vision, une stratégie, un développement qui a été vécu, créé par l'ensemble. Et ça, c'est très engageant pour tout le monde. Et c'est une stratégie vertueuse qui n'est pas là pour être contre les autres, contre nos concurrents, ou contre folie nos clients, imaginons, mais qui est là pour créer du sens pour tout le monde, pour tous les collaborateurs de l'entreprise, pour les communautés dans lesquelles nous sommes, les territoires, et bien sûr pour nos clients, voilà, et pour notre développement durable, et le développement durable de la planète. Pardon d'être aussi long. Il y a beaucoup à dire. Juste une petite Agnès. Je sais que l'exercice est difficile, tant qu'il y a à dire. C'est une mise en bouche aujourd'hui. Bruno, chez HPE, comment ça se passe dans ce projet? Alors, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle un projet de dynamisation sur les sites de Hewlett Packard Enterprise, donc CCF, en France. En fait, ce projet, je vais vous donner un tout petit peu de contexte. Il faut bien savoir que sur ces sites, on a des activités internationales. C'est-à-dire que les salariés sont rattachés à un ensemble d'organisations mondiales. Donc on a beau être sur le même site, on n'a pas forcément des interactions professionnelles les uns avec les autres. Donc ce projet de dynamisation a consisté en fait
de mon point de vue, à remettre du lien professionnel entre les différentes personnes. Donc, qu'est-ce que c'était que ce projet? C'était de développer des nouvelles opportunités en termes de business, aligné avec la stratégie HPE globale. Hein, on reste connecté à cet aspect-là. Et c'était de faire participer l'ensemble des personnes sur les sites à ce genre d'activité. Donc on a retrouvé, en fait, de mon point de vue, on a retrouvé, comme je vous disais, un lien existant entre les personnes. Il faut bien voir qu'on est beaucoup dans un monde très très virtuel. Hein, donc là, des interactions, on reparle d'interactions en mode présentiel. Alors quand je dis ça de temps en temps à l'extérieur, les gens sont parfois assez surpris. On est très connectés par Skype, par téléphone. Voilà. Donc de manière pratique, comment ça se décline? Ça consistait déjà à organiser des formations données par des salariés pour les salariés, donc de manière très interne, sur de la gestion de projet, sur de l'agilité, sur tout ce qui est méthodes agiles. On fait intervenir également des entreprises extérieures pour faire par exemple du design thinking, de l'utilisation de réseaux sociaux pour les fins de l'entreprise. Également, d'un point de vue plus opérationnel, c'est la participation à des salons professionnels, type le Festival Transfo, qui a d'ailleurs été le déclencheur de ce projet de dynamisation. Le SIDO, donc c'est le Salon des objets connectés, Vivatech, qui a d'ailleurs lieu à la fin de cette semaine sur Paris. Donc vous voyez, c'est des gens qui... C'est pas leur activité principale, c'est une activité bénévole, je le répète, ils ne sont pas forcément mandatés par leurs différentes organisations pour participer à ce type d'activité, mais sur lequel ils ont participé bénévolement dans le cadre de l'entreprise. Donc c'est vraiment une activité de type bénévole, professionnelle, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Dans une école de commerce, la paix économique, ça se traduit comment dans les enseignements? Alors, elle m'a demandé de faire court, donc je vais essayer de faire court. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on expérimente des choses. Je vais prendre simplement deux exemples. L'exemple d'un cours qui s'appelle, d'un terme très, très neutre, culture, société, communication, ce qui ne veut rien dire, et qui en fait vise à déconstruire les présupposés de tout un ensemble de termes qu'on utilise dans le monde du management. On parlait d'un vocabulaire extrêmement militarisé, le mot stratégie en fait partie, comme tu disais, réunir ses troupes, marcher, aller en ordre de marche. Je ne parle même pas du vocabulaire du marketing qui parle de cible, par exemple. J'ai toujours, moi, des difficultés à m'imaginer avoir une cible dans le dos. Donc ce cours-là, par exemple, passe un certain temps à identifier les termes et à essayer de comprendre ce qui est sous-jacent à ces termes-là. Pourquoi est-ce que dans nos cultures, on désire ce qu'on n'a pas? Et donc on va sans arrêt courir derrière des choses qu'on n'a pas, alors qu'on pourrait très bien imaginer que le désir puisse être autre chose que ça. Et puis, il y a un autre cours qui vient d'être créé, au grand dam de certains de mes collègues, qui s'appelle « Apprendre à désobéir ». Alors, c'est un cours assez rigolo, parce que vous savez que l'entreprise est normalement une structure particulière qui établit des relations de subordination. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de discuter de ça avec mes étudiants. Apprendre à désobéir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et donc, on a parlé de la désobéissance sous toutes ses formes. Ce qui n'est pas facile, vous l'imaginez bien. Et en fait, à ma grande surprise et un peu à mon grand désarroi, je me suis retrouvé avec 40 étudiants inscrits parce que c'est un cours d'option. Et on a parlé de toutes les formes de désobéissance qui existent aujourd'hui dans les entreprises, dans la société, les méthodes de résistance que vous voyez régulièrement à la télévision ou ailleurs. Et donc, en fait, voilà, ce qu'on essaye de faire progressivement dans les cours, c'est décaler les regards, décaler les perspectives, décaler les croyances pour comprendre que ces croyances ne sont que des croyances et qu'elles induisent parfois des comportements réflexes qui, dès lors qu'on identifie leur construction sous-jacente, permet à un moment donné de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Il y a un terme un peu académique qui est le terme de réflexivité qui me vient en tête. Et c'est un travail de tous les instants. L'autre point que je voulais ajouter, je l'intégrerai dans la question d'après. Bon, vous avez ici vraiment un tout petit aperçu, on est comme dans un iceberg. On a créé une publication Envie de changer qui est accessible, qui donne un petit peu de plus de témoignages de ce qui vous est présenté là de manière rapide. Et puis ce n'est que le début.
Alors la troisième question, très souvent, et Dominique nous en fait souvent l'écho, on nous dit mais la paix économique, vous êtes tous bisounours. C'est pas possible, ça n'existera jamais du temps de notre vivant, les choses sont trop compliquées, on est à l'échelle mondiale, les choses sont très installées, on a des réflexes, vous n'y arriverez jamais. On ne refuse pas cette difficulté, on sait que la vie économique et les relations entre les êtres humains sont complexes. Je vais donc demander à chacun de raconter une difficulté que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée quand vous parlez de paix économique ou que vous faites des tentatives de travailler autrement. Qui veut commencer? Jérôme? Alors si on parle que d'une difficulté, mais il y en a un certain nombre sur le chemin. Tout à l'heure, je vous ai parlé du changement de modèle de management dans l'entreprise pour sortir du paternalisme. Une des difficultés, elle est bien là, c'est un long chemin. La prise d'autonomie et donc les responsabilités qui vont avec, c'est pas forcément une revendication de l'ensemble des salariés. Et on avait un système historique qui, au demeurant, était assez confortable. Puis là, je vais vous parler de moi. Ce changement-là, il nécessite du lâcher-prise, forcément une plus grande maîtrise dans la gestion des émotions, et vraiment une réflexion continue sur ma position de capitaine de bateau. Aujourd'hui, quand on est à la tête d'une entreprise, il faut donner le cap, mais apprendre à le faire sans tenir la barre, en laissant aux équipes le soin de naviguer en fonction du vent et des courants. Et ça, je vous promets que c'est un vrai chemin, et que parfois, c'est des vraies difficultés intérieures. Alors, comme dirait un humoriste, vous pouvez répéter la question? Parce qu'en fait, dans le brief, tu ne nous avais pas parlé d'un seul truc. Donc moi, j'ai une liste. Mais je vais faire très très vite. Oui. Alors justement, parlons de temps. Ne pas être trop pressé. On a toujours envie que ça aille vite. Et en fait, les changements d'organisation, il faut du temps parce que le changement ne s'opère pas dans l'urgence. J'ai noté aussi être sur dur et pas mouflou dans le respect des grandes valeurs. Alors nous aussi, on a nos valeurs, hein, la bienveillance, le partage, la confiance. Il faut tenir le cap en permanence, pas se laisser désorienter. On a parlé aussi de lâcher prise, bien sûr. C'est pas si évident pour un dirigeant de lâcher prise et de rendre du pouvoir et de partager le pouvoir. Et c'est pourtant un passage obligé et très agréable une fois qu'on le pratique. Être exemplaire. Nous, on a une équipe de direction, on est 17. On s'est autorisé à libérer l'entreprise, mais on a une très grande exemplarité à respecter. J'ai noté aussi convaincre ceux qui nous traitent de bisounours, justement. Parce que voilà, quand on est précurseur, on se sent un peu seul. Et d'ailleurs, l'apport de la chaire, c'est intéressant parce qu'on se ressource auprès de ces chercheurs qui nous confirment qu'on est dans la bonne voie. Et puis voilà, après... et puis lutter aussi contre les gens qui disent que c'est un effet de mode. Il y a des gens qui disent que là, c'est un petit passage, en ce moment on parle beaucoup de ça, mais dans quelques années on n'en parlera plus. Ben, nous, on lutte pour dire que non, dans la mesure où, comme tu le disais, on est dans un monde fini, et qui va dans le mur si on ne change pas les choses. C'est pas qu'un effet de mode, c'est juste vital. Alors, la paix économique, honnêtement, moi j'en parle assez peu avec mes clients en dehors de l'entreprise. Je trouve qu'il y a dans toutes ces démarches, la dialectique est importante. Nous, l'environnement dans lequel on travaille, c'est pas très propice à ça. Donc, ce que je fais en ce moment, on parle beaucoup plus, on dit qu'on veut être aimé de nos clients et que nos clients nous aiment. C'est une première étape. Alors, ils sont un peu surpris parce que je dis, bon, écoutez, vous satisfaisez si vous avez simplement envie de satisfaire nos clients, ça sera satisfaire nos besoins, ça serait bien. Non, on veut aller plus loin. Donc, on essaye de parler d'amour. Alors, quand vous parlez d'amour, bon, avec un client, ça peut être un peu surprenant, mais je vous garantis qu'en interne aussi. Hein. Parce que là, il y en a quelques-uns qui se disent « Mais attends, le chef, il est devenu marteau. » Parce que là, s'il faut qu'on se mette à aimer les clients, il y en a qui voient ça d'une manière peut-être plus physique qu'intellectuelle, et c'est pas du tout ce qu'on veut.
Donc voilà, donc ça on a une dialectique, on a beaucoup de dialectiques, et je trouve que les valeurs, c'est difficile par la pression des médias, par les mots qu'on utilise, d'être sûr que c'est pas utilisé à des fins qui sont pas celles que l'on veut. Donc on essaie de trouver des mots qui sont pas trop à la mode pour communiquer, pour éviter ce risque-là. Et puis voilà, il est éternel, celui-là, bon, il marche pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, les difficultés, il y en a beaucoup, parce que quand vous vous lancez là-dedans, il y a des gens qui se retrouvent bien dans ce genre de démarche. Et puis, on parlait de servant leader tout à l'heure. Moi, j'ai le cas encore d'un manager expert. Vous avez des entreprises comme les nôtres, une petite entreprise. En général, c'est l'expert, hein, c'est le plus sachant qu'on a fait promeux. Donc, il est devenu le manager. C'est un super expert, mais c'est surtout pas un bon manager. Donc voilà, il faut lui expliquer que qu'il reste dans l'expertise, mais surtout pas dans le management. Donc ça se passe pas toujours bien, donc on perd des gens, mais par contre on a le plaisir d'en voir d'autres qui éclorent et qui ont des capacités qu'on n'imaginait pas. Mais en tout cas, il faut y croire, c'est pas facile. Il y a des moments où même le dirigeant se met à douter en disant est-ce que l'entreprise va résister à tout ça, mais au final, ouais, c'est... Aujourd'hui, nos clients nous disent, quand ils ont des relations avec nous, qu'il y a quelque chose de différent. Donc, est-ce que c'est de l'amour? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas de la haine. Il y a beaucoup de gens à convaincre. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Il y a les actionnaires qui disent qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train encore de faire des inventions et des élucubrations. Donc, tant que l'entreprise est performante et saine, les actionnaires, ils disent ils peuvent bien faire son truc, pas grave. Puis après, petit à petit, ils commencent à comprendre, ils commencent à voir ce que ça apporte pour eux aussi, et en termes de fierté aussi. Voilà. Ensuite, il y a les collaborateurs de l'entreprise qui sont inquiets. Il y a ceux qui disent que ce servant leadership, est-ce que je ne vais pas perdre quand même mon leadership, mon management? Est-ce que, il y a des gens inquiets. Il y a des collaborateurs. Moi, au début, quand je parlais de collaboration, il y avait certains Français qui me disaient collaboration. Voilà. Donc, ok. Et donc, aujourd'hui, c'est terminé, ça n'existe plus. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de railleries, beaucoup de plaisanteries. Enfin, voilà. Les gens n'étaient pas. C'est vrai que la collaboration, c'est extrêmement difficile. Hein. Ça nécessite tous les ingrédients dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi les cultures. Hein, quand je me souviens c'est une petite anecdote, mais je me souviens d'une séance en Russie où les Russes m'ont dit votre truc de servant leadership, c'est pas un peu pour les gonzesses. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit non, le servant leadership, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est grâce à Dominique Steller. Hein. C'est l'exemple que Dominique prend toujours. Je leur ai dit, je ne sais pas s'il est là, Dominique, mais voilà. Dominique me disait, le servant leadership, c'est un samouraï. Et quand j'ai dit aux Russes, c'est comme un samouraï, ils m'ont dit alors là, ok, là c'est bon. Voilà, il y a aussi les clients. On a des clients qui nous disent, écoutez, c'est bien votre truc, mais écoutez, il faudrait que vous teniez un peu votre organisation, là, un peu top-down, ça ferait pas de mal quand même. Vous mettiez tout le monde en rang serré, et voilà, parce que ça les inquiète aussi, les clients. Hein. Il y a les auditeurs qui disent Monsieur Raymond, c'est bien votre réseau collaboratif, mais enfin, c'est un peu complexe votre truc. Et puis vous savez, dans les entreprises, il y a du controlling, il faut mettre des contrôleurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la confiance, c'est bien, mais il faut quand même bien contrôler tout ça. Bon, voilà. Il y a les auditeurs, il y a le conseil de surveillance, il y a tout ça. Il y a beaucoup de gens à convaincre. En tout cas, à partir du moment où, et ça c'est sûr et certain, où la paix économique et tout ce qu'on a tous cité, la manière vertueuse, l'engagement des gens, la libération des talents, la collaboration, etc. Tout ça porte des fruits incroyables et c'est en fait un fantastique vecteur de performance. Mais ce n'est pas une performance dans la pression et dans la douleur, hein, globalement. C'est une performance portée par les gens avec enthousiasme. C'est complètement différent. Et à partir du moment où l'entreprise est performante,
ça change tout, ça change tout. Alors à ce moment-là, les banquiers, les auditeurs, les actionnaires, les clients, enfin tout le monde, parce que ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein, c'est continuer à livrer de la qualité en temps et en heure, c'est développer de l'innovation, des choses fantastiques. Nos clients sont, je pense globalement dans le monde, sont enthousiasmés par ce qu'on fait. Mais c'est le fruit de l'intelligence collective, c'est le fruit de l'intelligence émotionnelle, de l'engagement des gens. Voilà, bon, je suis encore trop long. 1 minute, c'est ça. Donc, en fait, ma plus grande difficulté, je pense, c'est de réussir à déclencher un processus de désapprentissage progressif qui permette de déconstruire certaines croyances. Parce que les croyances que j'entends, vous connaissez tous, tous et toutes, qui sont l'homme est un loup pour l'homme, la concurrence est le principal moteur de croissance économique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux entendre encore? Le but d'une entreprise, c'est exclusivement de faire des profits financiers, bien sûr. Tout ça, on l'entend assez régulièrement. Et quand à un moment donné, on essaye de dire « mais pas que » ou « mais ça vient d'où? Est-ce que tu es bien sûr ?» on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de crispations, y compris d'ailleurs chez moi qui suis aussi pétri de tout un ensemble de croyances. Donc voilà, réussir à un moment donné à entamer ce processus-là. Et je suis extrêmement modeste parce que déjà, le commencer, c'est déjà pas mal. Alors, pour moi, la difficulté principale, c'est la motivation sur le long terme. Puis je vous écoutais tous, ce que je me disais également, pourquoi la motivation, d'où ça vient? Ça vient également de se sentir acteur d'une transformation, acteur d'un changement, parce que finalement, ce sont des changements dans les habitudes de l'entreprise. Et comme vous le disiez, ça ne peut pas venir du haut, ça vient de tout le monde. Donc je pense que pour moi, la difficulté principale, c'est d'arriver à convaincre tout le monde d'adhérer à ce type de mouvement et poursuivre ce mouvement. C'est pas si on n'est que seul à impulser ce type de mouvement, il est clair que ça ne suivra pas. Et donc c'est comment on arrive à convaincre et on arrive à investir les gens et qu'ils soient acteurs et qu'ils se sentent également reconnus pour ça. Ce que j'entends aussi dans vos organisations, et je te regarde en particulier, Jean-Jacques, c'est que le maire le disait tout à l'heure, ainsi que la représentante de Kofi Annan, ça demande un effort. Mais toutes les choses que nous faisons depuis que nous sommes enfants demandent un effort et de la répétition. Et dans les entreprises qui sont présentes, les dirigeants consacrent du temps à se former en tant que dirigeants, en tant qu'être humain. Quand je dis se former, ce n'est pas uniquement assister à 1h30 de conférence ou un TEDx un soir sur son mobile. C'est des journées. Combien de jours par an, Jean-Jacques, par exemple? Moi, à titre perso, beaucoup, puisque je fais partie de plein d'associations ou en tout cas de lieux d'échange sur ces thématiques-là. Pour les collaborateurs, on a pas mal de collaborateurs inscrits dans des cycles GERM. Et on a lancé il y a maintenant 1 an pour nos 65 cadres intermédiaires une formation avec l'aide là aussi de GERM de 8 jours ou 12 jours d'ailleurs sur 18 mois pour des gens qui sont justement amenés à amener la transformation dans les magasins. Donc c'est un gros effort de formation et une volonté aussi de chacun d'accepter de changer les façons de faire, quoi. Alors ma dernière question, et après on ouvre vraiment la parole au public et à vos questions. Un certain nombre de personnes sont tentées vraiment d'aligner leurs valeurs avec la manière dont ils gèrent leurs relations dans leurs entreprises avec les différentes parties prenantes. Et beaucoup hésitent parce que le chemin paraît peut-être semé de trop d'embûches. Je demande à chacun de nous dire si vous deviez donner un conseil qui permettrait à des personnes de se dire ça vaut la peine de s'engager dans ce chemin de la paix économique, même si nous savons d'emblée qu'il va être semé de difficultés et de contraintes. On va faire comme ça, Jérôme, tu démarres ? Alors moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer. Ne pas hésiter à aller se former, intégrer une communauté de pratique, vraiment travailler le réseau. Voilà. Et puis je vous ai parlé d'intelligence collective.
je crois vraiment à ces processus-là, toujours pour faire émerger des visions partagées. Et j'ai envie de vous dire, quand on travaille sur une vision dans une entreprise, c'est vraiment pas que se focuser sur le business, mais bien aller sur l'ensemble des parties prenantes pour avoir une cohérence globale. Et je pense que c'est sur les autres parties prenantes que directement les clients qu'on peut faire de l'expérimentation. Et là, on aura des feedbacks. Et c'est ça qui va encourager les petits pas d'après. Et puis, ce qui est pour moi le plus important, c'est vraiment d'écouter son cœur. Et vraiment d'aller se connecter à son cœur et son envie profonde. Et c'est ça qui énergise le système et qui nous permet d'aller au pas d'après et encore au pas d'après. Donc écoutez votre cœur. Bah, écoute, bravo Jérôme, tu l'as dit superbement. Donc je vais être très rapide, moi aussi. Ne pas rester seul avec ce fardeau, j'ai envie de dire. Partager, beaucoup lire. Il y a beaucoup de publications sur ces sujets-là qui sont passionnants. Bien sûr, suivre les travaux de la chaire, nous ça nous a aidés. Et puis ensuite, forcément, à titre perso, il y a une remise en cause même de sa vie, d'une façon générale. Donc il faut accepter ça, lâcher ses émotions et effectivement raisonner avec son cœur. Nous, je fais partie d'un réseau qui s'appelle EVH, là, des entreprises vivantes pour des êtres vivants. Et on a 3 mots qui disent tête, cœur, trip. Donc là j'ai pas le temps de tout expliquer, mais voilà, vous comprenez rapidement que la tête, le cœur et les tripes, si c'est bien aligné, à la sortie, ça peut faire de très belles choses. Que dire de plus? Oui, je pense que pour un dirigeant, à mon avis, c'est quelque chose, il faut vraiment être convaincu au plus profond. Enfin, c'est pas un jeu qu'on peut jouer, on ne peut pas jouer une transformation d'une entreprise sur ces thématiques si c'est parce qu'on a lu un article qui était vachement bien et qu'on se dit ça va faire bien dans les dîners du soir d'en parler. Ça marche pas. Donc c'est effectivement, on a des neurones au niveau des intestins, du cœur et de la tête, donc c'est bien avec ces 3 organes qu'il faut fonctionner. Voilà, il faut une grande cohérence. Et puis quand on n'est pas dirigeant, comment on convainc un dirigeant? Ça, je ne sais pas répondre. Bon, je pense que pour convaincre un autre dirigeant, je pense que c'est la performance de l'entreprise la performance sur la durée, la performance durable, hein, et la capacité de l'entreprise à créer de la valeur porteuse de sens aussi. Je pense que voilà, en général, ces entreprises deviennent très solides. Les entreprises qui sont portées par les gens deviennent très solides. Je pense que c'est le meilleur argument pour convaincre d'aller dans cette voie. Et ensuite, pour aller dans cette voie, effectivement, il y a 2 mots, 2 conseils. Enfin, il y a 3. Il y a la pugnacité, parce que c'est long. Il faut de la patience et de la pugnacité. Il y a de la bienveillance. Parce que, commencer par, je veux dire, je parle bien sûr pour moi beaucoup, mais pour tout le monde, c'est qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Hein, c'est-à-dire que c'est comme la mindfulness. Hein, on se concentre sur quelque chose, on sort, on revient, on ramène. Et il y a des jours vraiment sans, des jours très costauds. Il y a des ressentis. On est une communauté humaine. Hein, c'est une machine à tisser du lien social, l'entreprise. Donc il y a des interactions permanentes avec des sources de plaisir, de joie et de frustration et de déception. Donc de la bienveillance. Et puis le dernier, vous l'avez cité, c'est la cohérence. C'est essayer de garder une cohérence entre les valeurs, entre ce qu'on prône, ce qu'on fait. Et c'est encore comme la mindfulness, c'est-à-dire quand on sort du chemin, on ramène, on ressort, on ramène, voilà. C'est long, c'est un processus, mais on progresse. Hein, c'est-à-dire à chaque fois, on progresse. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas si j'ai des collègues dans la salle, mais je sens que l'entreprise à Raymond, moi je la connais depuis plus de 30 ans, donc voilà, mais elle a considérablement changé sur beaucoup de plans. Voilà, il y a une immense quantité de choses à faire, qui restent à faire, mais on a déjà progressé par ce biais-là. Ça va pas être facile de répondre à cette question en tant qu'enseignant-chercheur, mais disons que ce que je pourrais dire, en reprenant notamment ce que vous avez dit, c'est que je pense que les sciences de gestion peuvent faire et ont fait beaucoup de dégâts
quand elles ont été prises comme des grands principes généraux à appliquer, comme des recettes qui vont brutalement changer le monde. Ce que je retiens beaucoup de ce qui a été dit ici, et ce qui me paraît fondamental par rapport à nos réflexions sur la paix économique, c'est que le management est une expérience permanente, c'est l'expérimentation permanente, c'est une matière vivante. Et donc à ce titre-là, je pense que les productions académiques qu'on a l'occasion de faire dans le cadre de la chaire doivent être prises en tant qu'elles viennent alimenter des expériences et des expérimentations managériales. Et c'est pas facile pour les étudiants d'entendre ça parce que c'est tellement plus pratique de recevoir une connaissance qui vient du haut et de se dire que maintenant qu'on l'a reçue, on n'a plus qu'à l'appliquer comme on l'a fait pendant quelques années, même pendant quelques décennies, avec par exemple les grands principes du taylorisme qui ont été suivis par le re-engineering, etc. Donc voilà, accepter cette vitalité de l'expérience dans l'activité managériale et la nécessité de partager les expériences parce que personne ne détient la vérité par rapport à ça et que la meilleure façon d'avancer, pour le coup, c'est, je pense, d'avancer ensemble. Merci Joël, c'est difficile de terminer après toi. J'aurais deux remarques. D'abord, on n'a pas tous la chance d'avoir des leaders visionnaires comme Antoine, Philippe, Jean-Jacques ou Jérôme. Voilà, on est tous dans des structures différentes. Moi, personnellement, j'ai cette croyance qu'on peut mettre en place la paix économique à tous les niveaux, à tous les échelons dans l'entreprise. Donc, mon message, c'est qu'il faut y aller, il faut le faire, il faut expérimenter. Pour reprendre ton point, Joël, pour moi, tout est là. J'ai pu me transformer en expérimentant. Voilà, je pense que je n'aurais pas pu tenir ce discours il y a 3 ou 4 ans. C'est en faisant qu'on arrive à se transformer. Et puis, au final, moi, personnellement, je pense que le chemin, le voyage est plus intéressant et plus enrichissant que la destination finale. Donc voilà, on a tous à apprendre dans tout ça. Merci. Alors, qui a envie de commencer à interagir avec nous ? Une question effectivement sur... alors Antoine en a parlé un petit peu en disant il faut convaincre les actionnaires. Quand tout va bien, on nous laisse faire. Effectivement, quand tout va bien, il y a cette volonté, il y a cette bonne volonté, il y a cette envie qui peut venir des dirigeants, qui peut venir des entreprises, des managers. Pour moi, c'est sincère, c'est authentique. Et malgré tout, en cas de crise, il y a vite des comportements qui reviennent, stress, peur, à tous les étages. Et puis ça peut vite basculer dans de la malveillance et différents comportements négatifs. Comment on fait dans ces cas-là ? Alors, bon, je regarde mes collègues qui sont là. On a vécu en 2008-2009 une crise épouvantable. On était à moins 50% de chiffre d'affaires brusquement. En octobre, novembre, décembre 2008, c'était du moins 60, moins 70%. Et en janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'était moins 50, moins 40. Donc on perdait de l'argent de manière monstrueuse. Bon. Moi, on a peut-être la chance d'avoir des actionnaires, qui d'ailleurs ne sont pas des actionnaires, c'est des associés, parce qu'on est une entreprise en commandite simple. Moi, je suis indéfiniment responsable sur mes biens des dettes de l'entreprise. Hein. Donc, c'est un peu, je pense, un cas unique en France, encore aujourd'hui. Mais donc, effectivement, on peut vite céder à la panique dans ces cas-là. Mais les associés, les actionnaires, à l'unanimité, ont décidé de ne pas toucher leurs dividendes de l'année précédente. Il y a eu, je dirais, une volonté farouche tant qu'on avait de la trésorerie et de ne pas toucher à la confiance et donc d'assumer nos pertes et de garder les gens et les êtres humains qui font l'entreprise. Voilà. Il y a eu un moment où, si ça avait duré 4-5 mois de plus, je pense qu'on aurait été obligé de le faire parce que l'entreprise serait morte, sinon tout simplement. Mais jusqu'au mois de juin, moi je serrais les fesses fort. Mais jusqu'au mois de juin, parce que pour moi ça c'est le pire qui puisse arriver. Mais bon, voilà. Donc jusqu'au mois de juin, on a tenu et c'est reparti en juin. C'est reparti. Et après bon, ça c'était pas ce qu'on cherchait, mais en 2010. On a eu une croissance absolument dingue et on avait tout le monde était mobilisé puisque nous on avait gardé tout le monde et alors que beaucoup de nos collègues avaient licencié fortement. Mais bien sûr, j'oublie de dire que les collaborateurs de l'entreprise ont joué le jeu d'une manière incroyable. Il y a des gens qui
ont voulu et accepté des réductions de salaire. Il y a des gens il y a eu du chômage technique. Mais les gens ont été d'une solidarité incroyable, fantastique. Et on a passé le cap. Et les actionnaires, les associés en étaient fiers. Pour parler des mais tout le monde en était fier. Tout le monde était très fier. Et voilà, en ce moment, on traverse à nouveau une crise. C'est l'automobile qui est en crise. Bon, c'est beaucoup moins grave que ça n'était en 2008-2009, mais bon, ça devient un peu tendu. Bon, et je trouve que tout le monde comprend, tout le monde joue le jeu. Voilà, et puis on fait attention à être une entreprise solide financièrement. C'est important pour pouvoir passer ces caps-là, justement par respect pour les personnes. Et ensuite, dans les moments où l'entreprise va moins bien, comme on est quand même, heureusement, les associés de notre entreprise, nous sommes... on a une conviction, une croyance et on veut le développement durable sur le long terme de l'entreprise. Donc on sait qu'on peut passer par des moments plus durs, mais que l'engagement des gens, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour relancer l'entreprise et trouver les solutions. Voilà. Donc je pense pas sincèrement, je ne crois pas qu'on est la seule entreprise dans ce cas-là. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui partagent ça. On a beaucoup d'exemples d'entreprises de grande taille qu'on voit dans les journaux qui se comportent différemment. Ça existe beaucoup, hélas, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Et les entreprises, généralement, à taille humaine, avec des dirigeants humains et des actionnaires qui ont un attachement fort à l'entreprise et à ce qu'elle fait et aux personnes, je pense que c'est pas le cas que vous citez. C'est très différent. Vous imaginez un photovoltaïque, ils ont tué tout le monde en Europe, les Chinois. Donc on a été en situation, cette activité, il a fallu l'arrêter. Nous, on a une taille où là, il a fallu se séparer de collaborateurs. Cohérence, bienveillance et exigence. Exigence, il faut qu'on maintienne un niveau de rentabilité pour pouvoir continuer de faire vivre l'entreprise. Bienveillance, on accompagne les gens dont on doit se quitter. Donc il y a des gens qu'on a accompagnés pendant plus d'1 an et demi au travers des cursus de formation jusqu'à ce qu'ils retrouvent un emploi. C'est-à-dire qu'on s'était engagé contractuellement avec les partenaires sociaux à ce qu'on fasse le complément par rapport au chômage pour leur maintenir leur niveau de vie et on a payé la formation jusqu'à ce qu'ils retrouvent un emploi. Voilà. Bon, il y a des solutions. Si on veut être bienveillant avec les gens, l'entreprise peut s'adapter et tout en étant bienveillante, il n'y a aucun problème. Je pourrais témoigner en complément, puisqu'on a travaillé ensemble avec Philippe, d'une communauté de pratiques managériales que Philippe a créée avec Béatrice Cosnard, qui n'est pas là, qui est la directrice des ressources humaines. Il y a eu un jour de communication au moment du départ d'une personne, pour de bonnes raisons. Et la communauté de pratiques, Philippe est présent avec les managers de proximité. Et la question a été posée à Philippe. Il y avait vraiment du mécontentement. La décision et la manière dont ça avait été pris avait mis en difficulté des managers de proximité. Et ça a créé, si je peux me permettre, un flottement. Mais on n'est pas parfait. Le fait d'être ensemble dans la communauté de pratique et que le dirigeant soit présent dans une très grande proximité a permis de travailler sur vraiment réexpliquer la décision. Il y a eu du dialogue, il y a eu co-construction d'un argumentaire pour vraiment, dès le lundi matin, que toute la communauté managériale réexplique bien et la confiance a été restaurée. Donc il y a eu une bonne après-midi dédiée à ça. Je dirais, je voulais compléter parce que c'était un moment très fort. Oui, c'était un moment difficile. Difficile, mais fort. Vous n'avez pas abordé, je pense, ou en tout cas très peu, la dimension rémunération. Juste à titre d'exemple, j'ai le plaisir d'accompagner une entreprise qui fait une 20aine de personnes. Aujourd'hui, ils ont un comité de volontaires. Les salaires sont transparents. Les salariés proposent leurs augmentations devant ce comité de volontaires, en ce y compris les 2 fondateurs dirigeants. Est-ce que vous avez des expériences dans ce domaine? J'aimerais bien partager ça. Une des plus belles qui soit, monsieur. Je crois que Jérôme va vous témoigner. Jérôme Cros. Nous, on a eu une petite, avec un mécontentement plutôt de la population des techniciens de maintenance sur leur niveau de rémunération. Et on a décidé de faire une commission rémunération dans l'entreprise. Donc on est une boîte d'une 50, à l'époque on était un peu moins de 50. On a passé plus de 1000 heures en réunion, en intelligence collective, à créer notre grille de rémunération et en se fixant des règles très claires. Donc on a, en lien avec notre convention collective, parce qu'il y a un aspect légal dans tout ça, recréer notre propre grille de rémunération en interne avec les compétences
associés et les niveaux de rémunération associés, et en fixant également aussi des règles très strictes entre la plus petite et la plus haute des rémunérations dans l'entreprise. Chez nous, on a bloqué ça à un facteur de 5, parce qu'on estime qu'il n'y a rien qui justifie des écarts plus importants. Et tu ne le précises pas, mais il y a une autodétermination par l'équipe de la rémunération de chacun. Au démarrage de la commission. Aujourd'hui, on est repassé dans un mode un peu plus classique d'évaluation des collaborateurs au travers des entretiens. Et ouais, c'est le chemin. Tout à l'heure, on parlait, on est sur le chemin, on s'en écarte, et ben maintenant, charge à nous d'y retourner. Sur le site de la chaire, vous tapez « Envie de changer », numéro 2, et vous trouvez un article qui a été écrit par l'entreprise Établissement Co qui raconte cette aventure. Monsieur ? Bonjour, Bruno Dupuis, la Fondation MP. Je voulais savoir comment ça rencontre, comment ça entre en résonance, ces pratiques, avec d'autres réflexions qui sont maintenant au grand jour dans la société, enfin au niveau de la société française, qui ont été engagées par le Collège des Bernardins, sur les questions de gouvernance, de sens, et notamment les questions de la mission d'entreprise, de sa raison d'être. Est-ce que chez vous, c'est des choses qui ont avancé en parallèle, avancent plus vite, et comment ça bouge je veux dire, sur ces questions je veux dire, de façon un petit peu concrète sur la gouvernance, puisque ce que j'ai constaté notamment dans les travaux des Bernardins, c'est que la France est quand même le pays qui est un peu l'exception, notamment sur les sujets de codétermination, ce qui m'a un peu surpris, parce qu'on est très minoritaire en Europe de ce point de vue-là. Merci. Qui veut répondre sur la gouvernance ? Je vais répondre simplement quand on fait une comparaison avec la sphère publique. Et d'ailleurs, ce soir, je pense qu'il y a des administrations qui concourent. Voilà, on se dit que il y a du chemin à faire et que dans la sphère publique, il y a aussi un travail à engager. Nous, dans le cadre de l'entreprise privée, on l'a fait, on en est fiers. Voilà, donc c'est pas une réponse, mais c'est un commentaire. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au niveau de... si, c'est quand même dans la gouvernance. On a, nous, à notre niveau, avec l'entreprise est détenue par une holding familiale, et on a modifié la gouvernance et cette holding pour être en cohérence. Et aujourd'hui, donc on est 4 frères et sœurs qui détenons la majorité de cette entreprise. Et aujourd'hui, on a complètement modifié la structure. On travaille dans cette structure plus qu'avec des processus d'intelligence collective, et en repassant avec un système de une personne, une voix, en dehors de toute détention capitalistique. Donc ça encore, c'est un lâcher-prise de certains dirigeants qui ont permis ça pour vraiment être en cohérence avec les processus d'intelligence collective, où chacun a le droit à une place et la même place. Moi, je voudrais dire que dans l'entreprise, et ça je reprends des termes encore de Dominique Steller, on avait eu une longue discussion à ce sujet, mais qui est que ce qui est important de considérer, c'est que chaque rôle compte. Chaque personne, ça c'est un mot de mon arrière-arrière-grand-père, chaque personne est une personne, et chaque rôle compte. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font tourner l'entreprise ont un rôle aussi important les unes que les autres. Ce qui ne se vaut pas, c'est les responsabilités. Il y a de grandes différences en termes de responsabilité. Dans notre entreprise, il y a des gens qui sont mandataires sociaux et qui assument un large éventail selon les pays de responsabilité fiscale, sociale, environnementale, économique, et les responsabilités ne se valent pas. Donc les rémunérations sont différentes en fonction aussi des responsabilités. Par contre, il est important de prendre en compte que chaque personne est une personne, que chaque rôle compte, et que je veux dire que chacun soit acteur dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a transformé notre comité de direction en un comité collégial, collectif, avec l'intégralité des patrons, que chaque entreprise du réseau,
chaque organisation du réseau soit représentée par quelqu'un au sein du comité exécutif. Et aussi, c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus que les gens soient tous acteurs et force de proposition. On a tout un programme qu'on déroule depuis aussi un certain nombre d'années qui s'appelle Atoms, dans lequel le but, c'est que les opérateurs dans les ateliers soient également force de proposition, soient acteurs et gèrent leur atelier eux-mêmes. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je réponds, mais ça change beaucoup de choses en termes de gouvernance dans l'entreprise. Et les différences salariales, pour moi, elles sont justifiées par le niveau de responsabilité. Monsieur? Oui, moi j'ai deux questions rapides. On a beaucoup parlé au niveau micro, entreprise en fait, mais est-ce que la paix économique s'intéresse aussi au niveau macro et comment ça marche? Et je mets un peu les pieds dans le plat avec la mondialisation actuelle et le capitalisme actuel. Est-ce qu'on peut parler de paix économique à long terme en fait? Ah ben bien sûr, parce que évidemment, si on considère que la paix économique, je reviens à ma notion d'amour. Vous avez envie de faire des affaires avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, ou avec quelqu'un que vous détestez? Ça marche partout. Donc c'est pour ça qu'il faut croire à la paix économique. Même avec les Chinois, ça peut marcher. Je pense, en très court, que les entreprises qui développent ces systèmes vertueux sont plus performantes. Et donc je pense que ce modèle de performance et de performance durable, porté par les gens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est convaincant et qui peut convaincre de très nombreuses entreprises à adopter, parce que les entreprises qui vont développer ça, elles vont et alors c'est pas, je pense que ça fait partie de la paix économique, elles vont pas, comment dire, être performantes ou gagner contre, elles vont simplement se développer plus vite, plus fort, de manière plus avec l'engagement des gens. Donc je pense que c'est ça qui va changer la donne. Je voudrais compléter, monsieur. On a lancé ce mouvement des trophées de la paix économique. Hein. Vous êtes là pour ça et j'espère que vous serez là ce soir. On a reçu plus de 75 dossiers. Dans ces dossiers, il y a des choses qui sont frappantes et qui sont inédites. C'est qu'on a des regroupements d'acteurs publics-privés qui sont vraiment sans précédent, en fait. Des acteurs sur un territoire. On a la création de territoires de paix, avec des acteurs qui sont la préfecture, des communautés de communes, plusieurs communautés de communes qui s'associent, des PME, des associations, pour créer quelque chose qui n'existe pas, mais il y a un désir des acteurs de vraiment travailler l'emploi, le logement, l'accessibilité, des rapports d'économie circulaire. On est ici accueillis dans une mairie. On a des dossiers qui viennent de l'international. Les choses bougent à différents niveaux. On dirait que les choses s'articulent à différentes manières. Je ne sais pas si on a répondu complètement, mais voilà, on regarde les choses à différentes dimensions. Et comment l'avez-vous mis en place ailleurs? C'est une très bonne question. Alors c'est sûr qu'on ne gère pas d'un point de vue managérial de la même façon. Alors nous, dans notre cas, des Vietnamiens et puis des opérateurs en France. Au Vietnam, nous, ce qu'on fait, notre façon de prendre soin de nos gens, c'est de leur garantir que, par exemple, s'ils sont malades et qu'il n'y a plus de revenus pour la famille, on va les aider à soigner et on va maintenir un revenu, ce qui ne se fait pas en Asie, pour que la famille continue de vivre. Donc on peut être bienveillant partout sur la planète. Il suffit juste de s'adapter à ça. Et une fois que vous avez de la bienveillance, vous pouvez avoir de l'exigence, donc vous avez de la performance, et c'est reparti. Donc voilà, comment on le fait nous? Alors, nous, on a une expérience avec des équipes, des usines en Chine, au Japon, en Inde, en Corée. Et ce qui est frappant, c'est que dans le monde entier, les êtres humains, japonais, coréens, enfin en Asie particulièrement, sont demandeurs et sont en attente de ces changements de paradigme. Et même, je trouve leur engagement et leur réaction parfois presque plus fortes que dans les pays plus développés, plus riches. Et moi, par exemple, au Japon, les Japonais on a un exemple avec des équipes japonaises qui sont extrêmement, je dirais, secrètes ou discrètes. Et
Et nos Japonais ont eu la confiance de s'exprimer pour dire qu'ils étaient malheureux avec leur manager, qu'ils les traitaient mal. Et donc on a agi, évidemment. On a fait en sorte que le manager quitte l'entreprise et change. Mais les Japonais, ça a libéré leur parole et je veux dire, il y a eu un niveau de confiance inhabituel dans une entreprise comme ça. On a eu des exemples similaires en Corée où les gens ouvertement s'expriment et sont preneurs et nous disent attention, les valeurs de l'entreprise, ce qu'on veut, elles sont ici, elles sont pas respectées. Venez nous aider. Donc, je pense que les valeurs sont universelles et cette la paix économique ou nous le servant leadership, l'attention, etc. C'est des choses qui sont extrêmement appréciées. On a très peu de turnover en Chine, on a très peu de turnover en Inde par rapport à la moyenne, mais très très peu par rapport à la moyenne nationale. Les gens sont fidèles. Au Japon, bien sûr, ils sont très 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 fidèles depuis toujours, et en Corée aussi. Donc je me dis, on a quand même dans ces pays des preuves que ça marche, quoi. Alors, Hélène Vincent, je suis directrice régionale de l'Institut de l'engagement. Une remarque, une question, mais je vais faire très court quand même. Une remarque, on accompagne des jeunes, nous, dans la valorisation de l'engagement citoyen dans les parcours d'insertion. Et donc, tout ce que j'entends là, merci beaucoup pour vos témoignages, c'est extrêmement important parce que nous, on se rend bien compte que les jeunes générations qui arrivent, elles ont envie de consommer différemment, elles ont envie de participer à une entreprise qui va les manager différemment, qui vont les intégrer différemment. Et donc, toutes ces questions-là, je pense qu'aujourd'hui, on a un tournant où il n'y a plus le choix. Et donc, effectivement, vous avez l'air d'être en avance, assez précurseur sur ces questions-là, mais il va falloir montrer l'exemple pour accélérer le mouvement à l'ensemble des entreprises. Et ma question, c'était finalement, vous avez beaucoup parlé du rôle du management, des conditions de travail des salariés pour favoriser cette paix économique, mais est-ce que la question de l'engagement des entreprises pour des grandes causes ou du mécénat peut faire partie de ces moteurs de paix économique, et comment associer et fédérer des collaborateurs, des salariés dans des causes qui vont donner aussi du sens dans leur travail et dans leur quotidien, au-delà même de la fonction de production? Je commence par répondre et je vous laisse la parole. Toutes les entreprises qui sont ici réunies soutiennent la recherche française par le biais du mécénat et la Fondation de France. Et donc c'est déjà une première réponse, c'est-à-dire que soutiennent le monde de la recherche et le monde de l'éducation. Que pouvez-vous dire sur la part mécénat Je peux conseiller la lecture d'un livre là, que j'ai lu récemment qui s'appelle « Tout le monde veut aimer son travail ». Et où effectivement, quand on parle des nouvelles générations, leur raisonnement n'est plus le même que le nôtre, et qu'on a besoin d'intégrer dans leur travail des notions de sens, des notions de disponibilité vis-à-vis du monde associatif, du développement durable, etc. Donc oui, je vote 100%. Juste à titre d'exemple, donc moi je viens d'une société, grand groupe américain, il y a un virage qui est en train de se faire, pousse vers une entreprise citoyenne. Donc nous concrètement, on a une journée par mois ou une journée tous les 3 mois par trimestre. On va dans les écoles par exemple, on va donner des formations, on va dans les universités, il y a un grand nombre de collaborateurs qui donnent des cours. Voilà. Et on va passer de plus en plus de temps dans l'écosystème pour aider. Alors là, c'est complètement orthogonal par rapport à la stratégie business de l'entreprise. Je retiens juste de vos différentes interventions que vous êtes positionné sur l'amour, la bienveillance durable au service de la performance. Comment s'assurer que ces notions, ces valeurs et ces façons de faire aussi avec vos collaborateurs perdurent dans l'hypothèse où vous iriez répandre votre amour ailleurs? Je crois qu'on l'a dit, si on a formé des servant leaders, au bout d'un moment, si on est tout seul, notre capacité d'action elle est quand même faible. Donc il faut qu'on ait des relais. Donc plus les relais sont à notre image, plus j'espère qu'on est plus indispensable à l'entreprise depuis longtemps. Et moi, mon espoir, c'est que justement le développement de ces relais, des personnes qui s'engagent et qui apprécient ça, soit une force aussi pour, je veux dire,
perpétuer ce système vertueux même auprès des actionnaires, plutôt parce que les actionnaires peuvent changer aussi. Enfin, je veux dire, il y a des générations, dans notre cas, d'autres générations qui arrivent. Donc moi, ma crainte, c'est toujours que certains actionnaires plus tard disent on veut revenir à d'autres modes et je pense que plus les équipes de l'entreprise seront mobilisées autour de ça dans le monde entier, plus les actionnaires auront du mal à faire quoi que ce soit. Voilà. Moi, je voudrais dire aussi, puisque je ne suis plus en activité, il y a des membres du comité de direction qui sont ici présents dans la salle, et sans faire de publicité pour l'enseigne de l'entrepôt du bricolage, moi je vous invite à visiter nos magasins et à interroger en off nos salariés, et vous verrez que la tendance est très profonde et que c'est pas juste le leadership d'un patron qui a fait qu'une entreprise elle bouge. Aujourd'hui, je considère qu'on a au moins 70% de nos collaborateurs qui sont engagés ou très engagés dans cette démarche et qui témoignent eux-mêmes par l'accueil qu'ils accordent aux clients. Moi, j'ai juste envie de dire que je crois qu'on fait des bascules, et, comme en mécanique, on passe des cliquets. Et ça, quand ça a commencé à infuser dans l'entreprise, la marche arrière, je ne suis pas sûr qu'on la trouve, très franchement. Et les collaborateurs remettront eux-mêmes du cadre vis-à-vis des actionnaires, etc. Et à partir du moment où on s'engage dans des choses puissantes comme ça, ça ne semble pas viable et envisageable de passer, de retourner. Voilà. Merci, merci aux témoins, un grand merci d'avoir donné de votre temps précieux. Merci à vous, on espère avoir instillé les choses.